Qu'est-ce qui nous empêche finalement de nous jeter à l'eau? C'est-à-dire en fait d'accepter de croire en la providence. Je commence cette nouvelle émission comme ça, directement, parce que j'ai reçu un commentaire, en fait, suite à un texte que j'ai publié sur mon blog, où un ami me disait, en fait, dans ce commentaire, suite à des images, en fait, de tableaux que j'avais accompagnés du texte, et tu l'as ton chèque pour la chaudière. Tu sais que j'ai un problème avec ma chaudière en ce moment, on n'a pas d'eau chaude, pas de chauffage. Et il m'envoie ce commentaire, en fait, en disant, tu l'as ton chèque pour la chaudière avec les tableaux, en fait, que tu as réalisés la nuit dernière. Et le premier mouvement, en fait, qui me vient, moi, en lisant ce commentaire, c'est de rire, bien sûr. Et je crois qu'on est toujours, en fait, dans cette position défensive, puisque le rire est souvent défensif, finalement. Quand la providence est là, qu'est-ce qu'on en fait, finalement? On en rit parce que ça serait trop merveilleux, peut-être, ou trop fort, ou de l'accepter. Et quel est cet écart, finalement, encore, cet espace que l'on installe, par exemple, entre la peinture, tu réalises une peinture, et puis cette attente de trouver un acheteur pour cette peinture. Est-ce que c'est pas finalement toi qui crée cet écart en toi-même déjà? Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on appelle le hasard, ce qu'on appelle la chance, ce qu'on appelle la providence, est-ce que c'est pas tout simplement un coup de frein qu'on se donne soi-même à soi-même dans le fait de ne pas croire en fait à cette providence, de ne pas l'accepter? Ça paraît idiot, hein, ce que je dis, bien sûr. Mais je me demande s'il n'y a pas quand même derrière cette idiotie ou ce ridicule, si tu veux, quelque chose finalement de très... j'arrive pas à trouver de mots qui puissent qualifier en fait ce mouvement en fait qu'on a de recul par rapport à la providence, tu vois. C'est une peur finalement, c'est une peur. Alors, je voulais aussi répondre à Alain qui m'a laissé un commentaire sur une de mes émissions de podcast où il disait, je le remercie parce qu'il disait qu'il avait trouvé dans une de ses émissions beaucoup de matière à réfléchir, et en même temps, il me parle d'un paradoxe en lui qui est cette envie d'exister et qui se confronte à la peur, l'horrible peur, d'ailleurs il utilise un qualificatif, c'est l'horrible peur de mourir. Et ensuite il ajoute que le seul endroit où il se sent bien, en fait, c'est dans la créativité, c'est de trouver refuge, en fait, dans la créativité. Alors j'ai envie de lui répondre aussi, de répondre à Alain, en lui disant que je pense pas en fait que la créativité ça soit un refuge. Je pense pas que ça soit le point de vue que moi j'ai envie d'adopter, par exemple par rapport à la créativité. Tu sais, j'avais lu le journal de Franz Kafka, le journal de Franz Kafka il y a pas mal de temps, et il m'avait fasciné ce journal parce que je crois que ça commence par tous les jours pointer, écrire une phrase qui pointe en fait sur l'écart entre lui et le monde, et en fait il part comme principe que c'est le monde qui gagne toujours, tu vois.
Et il dit, on peut pas se sauver, quoi. Et il parle de l'écriture, lui. Hein. Il dit, l'écriture ne sauve pas. Donc c'est pas dans cette idée d'être sauvé qu'on peut trouver le calme, parce que ça devient une obsession finalement d'être sauvé, une obsession comme une autre. Donc je pense qu'il faut pas s'attacher de trop à un tel but. Il faut plutôt observer qu'en soi il y a une partie de soi qui a cette illusion en fait de vouloir être sauvé de quoi que ce soit, mais sauvé de quoi finalement? On ne sait pas de quoi on peut être sauvé. Sauvé de la providence, peut-être, tu vois. Sauvé de la providence, ça serait terrible. Ça veut dire qu'on fermerait les portes à toutes les possibilités, à toutes les chances, à tout le hasard, en fin de compte, qui fait quand même... qui forme quand même l'essentiel, en fait, de notre vie. Alors, avoir peur de mourir, bah, bien sûr qu'on doit... On doit tous affronter en fait cette peur de mourir, Alain. Ça, on en est tous là. Même moi, j'en suis pas indemne. Tu vois, j'ai la trouille de mourir aussi. Parfois, ça a une intensité énorme, tu vois. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'observer cette intensité quand on le peut, quand on en a la possibilité. C'est-à-dire d'essayer de la regarder. En étant dans le calme, si tu veux, en étant au calme et de voir en fait cette énormité comme ça qui se soulève comme une espèce de vague énorme, tu vois, la vague d'Okusai notamment, tu vois, qui, quand on la regarde bien, qui contient 1000 choses, toute cette panoplie en fait de désirs, d'idées, tout ce qui nous constitue, en fait, pourrait être représenté par cette vague qui est à la fois tout ce qui est emporté et tout ce qui emporte, tu comprends? Voilà un petit peu, moi, comment je perçois cette peur. Alors, ça n'empêche pas d'être là, ça n'empêche pas d'être une espèce de programme en tâche de fond qui certainement motive la créativité. Mais la créativité, ça ne peut pas être un refuge. C'est plutôt une prise de conscience que ce que tu peux faire le mieux, peut-être, c'est ça. C'est être créatif, créer des choses, et c'est peut-être là où tu te sens le mieux. Ou peut-être l'essentiel de ce que tu as envie d'être, ou de ce que tu es, ou de ce que tu as été, peut se rejoindre. C'est dans ce moment, en fait, de créativité. Mais c'est pas un refuge, parce que ça te fait en même temps prendre conscience de plein de choses en toi qui sont pas forcément agréables à observer, tu vois. Il y a pas que des choses agréables à observer, hein. Il y a aussi toute la partie d'ombre, toute la partie qu'on essaye de planquer sous le tapis, tu sais. Donc, je pense que la créativité, c'est pas un refuge. C'est un moment, j'aime mieux le considérer comme ça, un moment qu'on choisit à travers un rituel, et puis c'est tout. Donc cette phrase, elle me fait réfléchir aussi, cette phrase de cet ami Patrick Robbe-Grillet, pour ne pas le citer, qui me dit tu as trouvé le chèque pour ta chaudière avec ces 2 ou 3 tableaux. Finalement, ça remet aussi en question, si tu veux, l'idée d'être sauvé. Tu vois, l'idée d'être sauvé et puis le refus de la providence. Il y a quelque chose qui convient pas, tu vois. Soit on accepte en fait que la providence existe et à ce moment-là, on peut matérialiser le chèque à la limite, tu vois. T'as même pas besoin d'avoir un intermédiaire. Aussitôt que le tableau est fait, à ce moment-là, pof, le chèque arrive dans ta boîte à lettres et tu t'en soucies pas. Je pense que d'ailleurs, à un moment donné, on est obligé de fonctionner comme ça. On peut pas
on peut pas s'occuper de la providence, si tu veux. On peut pas disserter sur elle. On peut pas échafauder de plans non plus ou faire des martingales pour l'obtenir. On n'est pas des joueurs. On n'est pas des joueurs dans un casino qui essayons de gagner en fait. Ou de perdre d'ailleurs, parce que en fait, les deux sont bien confondus. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Tu vois, c'est toujours une question à se poser. Est-ce qu'on veut gagner? Bon. Est-ce qu'on veut perdre aussi? Parce que finalement, dans la perte, on a il y a un plaisir finalement aussi de la perte. Il y a peut-être plus de plaisir même dans la perte que dans le gain, tu comprends? Donc quand on refuse l'idée de la providence, c'est aussi un peu comme le joueur qui va dans un casino, qui sait qu'il a de grandes chances en fait de tout perdre, mais il y va quand même, et puis il perd, voilà. Et il ressort du casino avec cette satisfaction d'avoir eu raison. Il y a aussi ça, si tu veux, il y a aussi avoir raison par rapport à ce qu'on pose, si tu veux, comme postulat de départ. Est-ce qu'on veut gagner? Est-ce qu'on veut perdre? Est-ce qu'on veut avoir raison dans un cas ou dans un autre? Mais qui veut avoir raison, finalement? Qui veut avoir raison en toi pour gagner ou pour perdre? Tu vois? Je ne parle même pas de qui veut gagner ou qui veut perdre, ça va encore en amont. C'est qui veut avoir raison. Qui a envie qui a peur finalement de vivre, qui a peur de mourir. C'est un peu la même chose aussi, tu vois. Et qui veut se conforter dans une idée ou dans une autre. Donc, dans cette histoire de repartir à zéro, si tu veux, t'es un peu comme un capitaine sur un bateau, si tu veux. Tu as des périodes de calme, et puis tu avances, et puis de temps en temps, tu vois arriver la tempête comme ça, manifestée par la taille des vagues, par la force des vents, etc. Tu vois, tu as l'impression que tu es sur une coquille de noix qui à tout instant risque de basculer et tu vas sombrer. Et quelle est ta position finalement dans ce moment-là, si tu veux? Est-ce que tu préfères quoi finalement? Tu préfères vivre ou tu préfères sombrer? C'est pas du tout garanti que tu aies envie de vivre non plus, tu vois, parce qu'il y a une espèce d'attirance aussi par le fait de sombrer. Où est-ce que ça va nous emmener encore un peu plus loin? Tu vois, il y a toujours cette curiosité qui peut même être une avidité à un certain moment, tu vois. Une avidité de toujours vouloir en découvrir plus. Alors, d'où elle vient cette avidité? Qui est-ce qui est avide en toi? Qui est-ce qui est avide D'ailleurs, avide, si tu veux, c'est intéressant ce mot, tu vois. Avide, t'imagines une bouche, une gueule qui cherche qu'à se remplir, si tu veux. Un vide qui cherche à se remplir. Mais est-ce qu'on peut combler ce vide-là déjà, tu vois? C'est pas... Est-ce que ce vide, il cherche à se combler? Qui est-ce qui cherche à combler le vide, finalement? Est-ce que c'est le vide lui-même? Ou c'est la peur du vide qu'on en a? Pourquoi on cherche comme ça à occuper le temps toute la journée? Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rester sans rien faire. Elles ne peuvent pas rester assises et regarder simplement passer les choses. Il faut qu'elles s'agitent, il faut qu'elles s'occupent, tu vois. Alors quelle peur y a-t-il qui motive en fait cette occupation incessante qu'on ne s'avoue pas d'ailleurs, c'est souvent sur le plan inconscient que ça se produit. Et puis alors on s'invente des histoires en disant oui mais comme ça je vais faire le ménage, que mon atelier sera super propre et je vais être bien à l'intérieur.
Je vais créer en fait des tableaux comme ça, j'aurai l'impression de ne pas avoir perdu ma journée. Je vais créer un personnage pour faire un podcast sur YouTube. Tu vois, cette peur qu'on a en fait au fond de nous, face au vide, face à l'occupation du temps, face au temps, finalement, on est tout à fait capable, c'est ce qu'on fait tout le temps, de créer en fait, de l'utiliser finalement, cette peur, pour créer également, tu vois, pour créer des personnages. Après, ça peut être bien vu ou pas bien vu, on s'en fout, tu vois. Les tableaux, ils peuvent être merdiques, ou ils peuvent être fabuleux, on s'en fout. On transmute en fait la peur en création. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on en a terminé avec la peur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on en a terminé avec cette peur de mourir non plus. Je pense qu'on progresse petit à petit vers une domestication. Je ne sais pas si c'est le bon mot, tu vois, mais est-ce qu'on peut dire habituation? Habituation, c'est pas beau comme mot, ça, habituation. Dans le temps, il y avait un mot qui était sympa, c'était dans les bals, tu sais, les jeunes hommes qui allaient voir, les jeunes hommes, pardon, on ne fait pas la liaison avec le H, les jeunes hommes qui rencontraient les jeunes femmes. Et puis alors, tu avais les vieux qui étaient dehors et puis qui commençaient à dire « Ah, ceux-là, ils vont se fréquenter ». Je pense que c'est joli comme mot, ça, se fréquenter, fréquenter sa peur, fréquenter son désir, fréquenter... en vue d'un mariage probable, tu vois, peut-être même pas, peut-être que ça peut juste être un bon coup le samedi soir, tu vois, peu importe, on y reviendra, Est-ce qu'on peut se marier comme ça avec sa peur, avec sa peur de mourir, avec sa peur d'exister également? Alors tout ça, c'est une accumulation en fait de personnages qu'on s'invente sans s'en rendre compte finalement, depuis l'origine. Alors ça peut être des liens en fait de loyauté qui nous obligent à construire des personnages comme cela, pour pas faillir en fait à une tradition qui provient de la famille, qui provient d'une éducation. Tant qu'on n'en est pas conscient, on est un peu prisonnier de ça. Donc dans le fait de repartir à zéro, si tu veux, il y a peut-être qu'il y a un bilan en même temps qui devrait se faire. Savoir pourquoi on repart à zéro, est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui motive en fait de repartir à zéro? Est-ce que, tu sais, moi j'ai beaucoup fui dans ma jeunesse des lieux, des personnes, etc., en croyant que j'allais repartir à zéro. Mais en fin de compte, toutes ces peurs, toutes ces colères, on les emporte toujours en soi, quoi, tu vois. C'est pas ça qui fait repartir à zéro, véritablement. Ce qui fait repartir à zéro, c'est, je dirais, aujourd'hui, pour moi, une envie d'ouverture plus large encore. Peut-être le constat de pas avoir assez donné. Et puis aussi le constat qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de donner, qui devient de plus en plus clair.
Alors, c'est pas motivé par une conscience, entre guillemets, religieuse, tu vois, c'est pas... Il n'y a pas de... Encore que je dis il n'y a pas, j'en sais rien, peut-être qu'il y a quand même. Parce que finalement, si les religions existent, après on peut critiquer, si tu veux, la manière dont elles s'imposent en fait sur un territoire et leur aspect colonial également, tu vois, parce qu'elles ont tendance à vouloir toujours se propager, envahir un petit peu tout, si tu veux, mais l'essence, si tu veux, de la religion, c'est se relier quand même, tu vois. Se relier aux autres. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on ne dit pas se lier, tu vois. On ne pourrait pas dire on pourrait appeler ça la liaison, pardon. La liaison. J'ai fait un drôle de lapsus, là. La lésion et la liaison, tu vois. Non, on n'appelle pas ça la liaison, on appelle ça la religion. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est déjà lié, mais il faut en plus se relier, tu vois. Donc c'est intéressant cette histoire-là. Pour quelle raison est-ce qu'on devrait se relier ? Bien parce que, en fait, la seule chose qui est véritablement possible pour peut-être pouvoir mieux observer qui on est, c'est à travers ça. C'est en redonnant, c'est en redéposant quelque chose. Il y a une vidéo de Jean Rivière, je crois que c'est une vidéo ou peut-être un post Facebook, je ne sais pas, qui m'a fait rire. Je me fais toujours de mes rires parce qu'en général, il cache des choses énormes derrière, tu vois. Et il a une vidéo, en fait, ou un post qui est intitulé « Pose ta crotte et barre-toi », tu vois. Et alors c'est vrai que sur Facebook, tu vois, on a tendance des fois à s'éterniser un petit peu en regardant le fil d'actualité, on est vite hypnotisé par ces posts, tu vois, ou quand tu es sur YouTube, tu sais, c'est tellement bien fait que tu regardes une vidéo, puis tu vois tout de suite à droite, tu as plein de vidéos un peu sur le même sujet, et du coup, il faut t'accrocher, tu vois, pour écouter une vidéo en entier déjà, ou un podcast comme les miens, parce que il commence à être long, mes podcasts, et je suis pas sûr en fait qu'on les écoute vraiment en entier. Alors en passant, il y a l'option accélérée, tu vois, qui pourrait être utile. C'est-à-dire que tu peux multiplier en fait la cadence par 2 ou par 3. Comme des fois je fais des pauses entre mes phrases, ça peut peut-être t'aider pour aller plus vite. Pourquoi je disais ça ? Oui, pose ta crotte et barre-toi, tu vois. Et ce qui est drôle, si tu veux, c'est que ça a l'air d'être une vanne, quoi. Ça a l'air d'être une vanne, tu vois, peut-être même un peu méchante, en disant, tu t'en fous des gens, tu vois, tu poses ta crotte et tu te barres, tu poses ton poste, hein, tu poses ton tableau si t'es peintre, et puis tu te tires, tu vois, tu mets les dimensions et tu te barres vite, tu vois, pour pas rester justement emprisonné dans ce flux incessant de sollicitations, en fait, des réseaux sociaux. Et puis, donc j'étais dans ce rire, si tu veux, et puis d'un seul coup, ça m'est revenu, en fait, j'ai pensé aux graines. J'ai pensé aux arbres, j'ai pensé aux plantes, j'ai pensé aux graines, et aux oiseaux. Et en fait, t'imagines le petit oiseau, là, qui est sur la branche, comme ça, puis qui lâche une merde, si tu veux, alors qui tombe après un peu où elle veut, tu vois, voilà, et dans cette merde, si tu veux, tu as des graines que l'oiseau a mangées, tu vois, et ces graines, si elles trouvent un sol favorable, eh bien, elles vont germer, ça va devenir des plantes, tu vois, ça va devenir... voilà, c'est ça qui est fabuleux. Alors l'oiseau en est complètement inconscient, enfin, j'imagine que l'oiseau ne réfléchit pas à ça. Après, ça serait magnifique, tu vois, mais... pour te dire l'ingéniosité, en fait, aussi, de la vie,
ou du hasard, j'en sais rien, tu vois, mais peut-être que les deux se confondent pour que les choses se perpétuent, pour que les choses arrivent par hasard, comme on dit nous, être humain un peu ignorant. Mais en fin de compte, tout est super bien fichu, tu vois, qu'un oiseau comme ça aille manger des fruits. En plus, les fruits, dans certains coins du monde, sont vraiment fabuleux. Si tu veux, tu as des fruits de toutes les couleurs. Tu vas en Amazonie, dans la canopée, etc. Tu vas tomber sur des fruits hallucinants, tu vois. Et les seuls à les manger, ce sont des oiseaux, des perroquets, des choses comme ça, tu vois. Et ils s'en délectent, hein, tu vois. Donc, il y a une séduction du fruit, si tu veux, qui est inventée hein, par la plante, hein, si je puis dire, ou par l'arbre, qui va attirer, en fait, l'oiseau pour que l'oiseau mange le fruit, avale les graines avec le fruit, et en chiant, va propager, en fait, la vie. Va propager, en fait, l'existence de cet arbre, de cette plante, etc., tu vois. T'imagines un peu toute l'ingéniosité qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais nous, en tant qu'êtres humains, on peut être qu'émerveillés par ça quand on regarde ça, tu vois. Est-ce que nous, on a autant de complexité, finalement, et autant de beauté en nous? Ben oui, on a certainement ça, puisqu'on fait intrinsèquement partie de la nature. Donc on a automatiquement aussi la même chose. Alors je pense que quand on repart à zéro, il faut faire confiance à ça. Il faut faire confiance aussi au fait que tu ne peux pas dérailler. Au fait que quoi que tu fasses, de toute façon, tu retomberas sur tes pattes. Alors, il y a des jambes cassées, bien sûr, hein, il y a des morts, même il y a des gens qui se jettent peut-être aussi du haut des immeubles et qui se fracassent, et ça arrive aussi. Alors après, quelle est la mesure dans tout ça? Il y a toujours une mesure, tu sais. Eh bien, je pense que c'est à chacun, en fait, de la trouver, peut-être de comprendre aussi sa fréquence, hein, sur quelle fréquence on fonctionne le mieux, dans quelle fréquence on est le plus à l'aise, dans quelle fréquence on n'est pas mené peut-être par des buts de gains ou de pertes qui sont trop extrêmes, qui flanqueraient en fait tout notre système par terre. Tu sais, il y a des gens qui gagnent à la loterie nationale, et ben quand ils ont gagné, il y en a qui ont des infarctus d'un seul coup, il y en a qui divorcent, il y en a qui n'ont plus d'amis parce qu'ils ne peuvent plus faire confiance à leurs amis, sachant qu'ils sont devenus riches d'un coup, comme ça, si tu veux. Donc, tu vois, un gain, ça peut t'apporter aussi quelque chose de terrifiant. Et à côté de ça, une perte, ça peut t'apporter quelque chose de merveilleux. Combien de fois, moi, j'ai tout perdu ? Combien de fois? Mais je ne peux pas le compter, le nombre de fois. Combien de fois, sur un coup de tête, sur une lubie, j'ai tout perdu. C'est-à-dire que j'ai perdu mes logements, j'ai perdu mes compagnes, j'ai perdu mes boulots, et je me suis retrouvé sans rien. Je pense que je le faisais pas... Je le faisais pas dans le but, en fait, de trouver du merveilleux. Je le faisais parce que j'en avais ras-le-bol d'une situation et qu'il fallait absolument que je me taille. Mais tu vois comme la vie est bien faite. J'étais comme l'oiseau qui mange un fruit. J'étais pas autre chose. J'absorbais des graines. Et peut-être que c'est aujourd'hui que j'arrive à restituer, en fait, ces graines et qui vont germer. Alors, peut-être dans ta tête, si toi tu m'écoutes, hein, peut-être dans ton cœur, peut-être... Je pense beaucoup à ça, tu vois, quand je donne des cours de peinture, parce que je me dis, bon... sur l'ensemble des personnes qui viennent me voir, si tu veux, peut-être qu'il y aura
il y aura une personne, hein, tu vois, il suffit d'une, qui va entendre ce que je dis, et puis je ne le fais pas consciemment forcément, tu vois, je vais dire quelque chose, et puis cette phrase, elle va être le socle, en fait, de peut-être une carrière de dessinateur ou de peintre. Et je peux pas, moi, me dire que j'en suis responsable, hein. C'est simplement que les choses sont comme ça, comme l'arbre produit des fruits que l'oiseau vient manger, qui va emporter comme ça un peu plus loin pour les déposer, tu vois. Alors pour revenir un petit peu à cette idée de repartir à zéro et de l'associer à la providence, et puis puisqu'Alain a envoyé ce commentaire, j'aimerais aussi associer ça avec son commentaire, c'est-à-dire comment relier en fait cette idée de repartir à zéro à la peur d'exister, à la peur de mourir et à la providence. Finalement, ça forme les trois inconnus d'une belle équation, ça. Alors c'est possible qu'il y ait des moments aussi où on s'approche de ça, tu vois. On s'approche de ça peut-être de nombreuses fois d'ailleurs dans notre vie. Où il est possible en fait de réduire l'écart entre le désir et la réalisation en fait du désir. Peut-être que dans l'absolu, si tu veux, et ça pourrait être une des raisons pour laquelle il y a quelque chose, c'est que dans l'absolu, ton désir est satisfait immédiatement. Et comme on en a tout le temps beaucoup, ils sont satisfaits simultanément tous en même temps. Et du coup, on a peut-être une forme d'ennui. Alors je mets le mot ennui parce que c'est ce qui exprime le mieux pour moi une relation figée avec une vision, tu vois, ou avec le monde, voilà. Alors peut-être que l'univers a une relation figée avec lui-même et qu'il a besoin de quelque chose pour l'en extraire de cette vision. Et ce quelque chose, c'est toi, c'est moi, c'est tous les êtres vivants en fait qui sont sur cette planète hein, et sur les autres, qui à chaque fois expérimentent en fait ce quelque chose. Et ensuite, il y a un retour d'information qui revient à la source et qui permet peut-être alors, est-ce que c'est divertir? J'en sais rien, ça serait triste que ce soit que ça. De divertir l'univers, tu vois. Mais si on revient à cette notion d'envie dont je parlais dans l'émission précédente, je crois, l'envie de naître, je pense que l'univers aussi est assujetti à cette envie. Elle en fait partie, si tu veux, de cet univers. Donc ça ne peut pas s'en aller. Il y aura toujours une progression, il y aura toujours une envie d'aller plus loin, il y aura toujours une envie de s'étendre. D'ailleurs, l'univers, apparemment, d'après les dernières observations de nos scientifiques bien-aimés, s'étend de plus en plus et de plus en plus vite. Pourvu que ça ne soit pas une panique. Et quand bien même ça serait une panique, hein, cette panique, elle apporterait aussi quelque chose. On ne peut pas en sortir, si tu veux. C'est quelque chose de... Il y a
il y a une anecdote comme ça dans Castaneda, en fait, Carlos Castaneda, qui parle en fait du tonal et du nagual. Alors, peut-être que j'ai déjà raconté, à un moment donné, tu sais, je commence à vieillir un peu, alors peut-être que je me répète aussi. Mais il évoque finalement une table avec une nappe. Et il dit, ça c'est le tonal. C'est ce que tu peux voir, c'est tout ce qu'on peut voir de ce monde. C'est la table avec la nappe. Mais le monde, c'est pas que ça. L'univers, c'est pas que ça. La vie, c'est pas que ça. En dehors de la nappe, il y a un espace. En dehors de la table, il y a un espace. Et c'est tout ce qu'on ne peut pas connaître. C'est tout ce qu'on ne peut pas, tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qu'on ne peut pas sentir quand on est associé au tonal. Et il dit une chose qui est très intéressante. Il dit même Dieu fait partie du tonal. Même l'idée qu'on se fait de Dieu, elle est associée à cette table et à cette nappe. C'est normal, puisqu'on peut s'en faire qu'une idée. Donc le monde des idées qu'on peut avoir, le monde des pensées, etc., tout serait matérialisé, en fait, tout ce que tu vois, tout ce que tu penses, tout ce que tu éprouves, en fait, c'est fait partie de cette table. Et on reste là-dedans tout le temps, tu vois, on reste là, accroché à cette table, et à certains moments, on sent bien qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Et alors les réactions peuvent être multiples, soit on a une telle trouille en fait de ce qui se passe à l'extérieur qu'on s'accroche d'autant plus à la table, soit on est animé par cette envie, finalement elle est en nous, et on aurait envie de l'explorer, mais en même temps on n'a pas de compas, on n'a pas de boussole, on ne sait pas comment faire. Alors repartir à zéro, si tu veux, ça pourrait être aussi une manière de se dire, j'ai envie de me décrocher de la table et d'explorer, en fait, cet inconscient, cet inconnu, cette chose qui fait tellement peur qu'on a réussi à créer une table à partir de ça. On a réussi à partir de ça à créer quelque chose. Voilà ce que j'avais envie de dire de manière impromptue, comme ça, sans réfléchir vraiment avant, en laissant un petit peu le micro ouvert et puis laisser le débit comme ça et les silences se poser. J'avais envie de parler de l'ego tout de suite après en fait l'émission que j'ai réalisée cette nuit. J'avais cette envie en fait d'enclencher tout de suite une deuxième émission à la suite pour parler de l'ego, parce qu'en fin de compte dans ce cadre que je me donne de repartir à zéro, si tu veux, il y a une chose qui est importante à examiner. C'est cette publication en fait quotidienne que je fais sur mon blog et puis sur YouTube, ces podcasts, et je me pose la question en fait de savoir pourquoi je fais ça déjà, et qui en moi le fait. Et quels sont les bénéfices que je cherche à en retirer? Et donc, ça me fait penser encore, une fois de plus, si tu veux, à cette idée de personnage que l'on s'invente. Et souvent, tu vois, quand on dit « Ah là là, j'ai envie de tout recommencer, de repartir à zéro », en fait, c'est souvent en finir avec un personnage qui devient un petit peu pesant, qui devient un petit peu
insupportable, voilà. Et on a envie vite, vite, vite de s'en aller de ce personnage, mais qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est qu'on en recrée tout de suite un autre. On ne prend pas le temps de laisser un espace entre ces deux personnages. Et c'est à ça que servent les périodes de dépression, souvent, tu vois. Les périodes de dépression, elles servent à créer du temps entre deux personnages. Ce sont des chocs comme ça qui t'arrivent, bon, tu peux appeler ça par hasard si tu veux, mais ce sont des chocs comme ça qui te tombent dessus et qui t'imposent en fait de prendre le temps, parce que tu es KO de toute façon, tu ne peux pas faire autre chose, de prendre le temps en fait de comprendre peut-être le personnage que tu quittes, hein, ou que tu veux quitter, et vers quoi tu veux aller. Alors on dit toujours, ouais, l'ego, tu vois, ça devient un truc aussi un peu habituel maintenant, de se dire, faut se détacher de l'ego, tu vois, j'ai beaucoup entendu ça, bon, peut-être plus dans les années 80, parce que c'était une mode à l'époque, tout le monde parlait d'ego, ouais, toi, t'as un ego, machin et tout, mais, et puis bon, moi j'étais dedans, hein, moi aussi j'essayais, de me détacher de mon ego, tu vois, se détacher de son ego à 20 piges, moi, je veux bien, mais ça me fait rigoler maintenant. Non, l'ego, il sert à quelque chose. Il est quelque chose, et c'est même ce quelque chose qui nous permet, en fait, d'apporter quelque chose à l'univers. Puisque si on a été créé pour justement le sortir de l'ennui, cet univers, alors nous sommes ce quelque chose, nous sommes cet ego, en fait, qui lui permet en fait de mieux apprécier en fait la distance, de mieux apprécier le contour des choses, de mieux apprécier la profondeur, de mieux apprécier le contraste de tout ce qu'il est capable en fait de créer. Donc l'ego n'est pas un ennemi. Il est plus un allié, tu vois, un allié qui un peu comme l'hameçon, si tu veux, que tu envoies dans la flotte, hein, si tu veux, pour un pêcheur. Il est à la fois l'hameçon, le fil et le bouchon, qui vont te permettre de savoir qu'un poisson est venu s'accrocher à ta ligne, et même la canne à pêche, parce que le tremblement du sion, tout ce que tu vas sentir comme vibration dans la canne à pêche, si tu veux, va déclencher en toi le choc, si tu veux, de la prise. Et tu sais alors qu'il y a quelque chose au bout. Alors, on peut se cantonner à des choses terre à terre, si tu veux. On peut se dire, bon, je suis un pêcheur, j'ai pêché un poisson, je vais l'ouvrir et le manger, tu vois, voilà, je vais le nettoyer et le manger. Mais au-delà de ça, toutes ces sensations en fait que tu éprouves en tant que simple pêcheur, pour moi, ça résume assez bien en fait ce qu'est l'ego, quoi, tu vois. Après, on peut avoir un jugement, bien sûr, sur ce qu'est la pêche, sur ce qu'est l'ego. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus pénibles à supporter que d'autres. Hein. Moi-même, des fois, j'ai bien du mal à me supporter. Mais n'empêche que c'est un peu grâce à lui aussi que je me suis fichu dans plein de situations baroques, hein, qui m'a conduit comme ça toute ma vie pour découvrir des choses. Donc, le repousser et puis le mettre à l'écart, qu'est-ce qui resterait de moi? Est-ce que je pourrais encore dire moi à ce moment-là? Tu vois, je pourrais pas. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais le publier tout de suite hein, ou si je vais attendre demain, parce que je ne voudrais pas non plus t'inonder en fait de moi. Voilà, je crois que je vais le laisser reposer un peu, puis je le publierai demain. Ou peut-être dans la soirée, ou peut-être cette nuit.
Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À plus.